Bon retour sur la vraie vengeance d'un père. Tout d'abord, nous vous devons des excuses. Nous avons été absents plus longtemps que nous l'aurions voulu. Et nous sommes infiniment reconnaissants envers chacun d'entre vous qui est resté fidèle et a continué à prendre de nos nouvelles. Cela compte plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement, et n'oubliez pas, les personnes de ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont simplement fait le mauvais choix. Et avant que cette vidéo ne se termine, nous avons une annonce importante pour cette communauté. Vous feriez bien de rester pour l'écouter. Laissez-nous un commentaire. Vous allez adorer être ici. 77 ans sur cette terre, et je pensais avoir vu toutes les nuances de la stupidité. Il s'avère que je n'avais pas encore goûté à celle de mon propre fils. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Émile Delacroix. J'habite au Tolonnais, près d'Aix-en-Provence, dans une belle bastide de 4 chambres sur la route de Cézanne que j'ai fini de payer en 1998, avec l'argent que j'ai gagné en montant une entreprise de matériaux de construction à partir d'une simple camionnette et d'un dos en compote. J'ai 77 ans. Je bois mon café noir. J'ai voté à 11 élections présidentielles, et je ne tolère sous aucun prétexte qu'on me prenne pour un imbécile. Mon fils, Nicolas Delacroix, a 40 ans et vit à 12 minutes de chez moi, dans une maison traditionnelle de 3 chambres à Bouc-Bel-Air. Une maison dont je suis le propriétaire, soit dit en passant, ce qui aura son importance très bientôt. Nicolas est grand, séduisant d'une manière qui pousse les gens à lui faire confiance trop vite, et possède la colonne vertébrale morale d'un flanc tiède. Sa femme, Camille, a 34 ans. C'est une infirmière en pédiatrie avec des rides d'expression joyeuse et une belle âme. Elle est la seule personne de cette histoire qui ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Elle est aussi la seule à en être ressortie grandie. Nicolas et Camille étaient partis à l'île Maurice pour 10 jours. Un voyage pour leur 2e anniversaire de mariage. C'est moi qui leur avais offert les billets, car je suis, apparemment, un généreux imbécile. C'était un mardi de fin octobre, il faisait encore 28 degrés en Provence, car le sud de la France ne croit pas vraiment à l'automne. J'avais engagé Maria Silva, la cousine de ma femme de ménage, une petite femme d'origine portugaise avec une constitution de fer et une tolérance zéro pour les bêtises, pour passer chez Nicolas pendant leur absence. Nettoyer les gouttières, laver les plinthes, aérer la maison. Je rendais service à mon fils. Je rendais toujours service à mon fils. Maria m'a appelé à 11h14 du matin. Je le sais parce que je regardais le juste prix et que quelqu'un venait de surestimer le prix d'un jet ski. Monsieur Delacroix, sa voix était tendue comme un fil. Il y a quelqu'un dans le grenier. J'ai mis la télévision en sourdine. Comment ça, quelqu'un? Ça pleure. Une fille, je crois. Ce n'est pas la télévision, monsieur. J'ai vérifié. La télévision est éteinte. Je n'ai rien dit pendant un instant. Mon cerveau, encore vif, merci beaucoup, faisait déjà les calculs. Nicolas et Camille étaient à Port-Louis. La maison était fermée à clé. Personne n'avait les clés à part moi, Maria, et Nicolas lui-même. Je ne le savais pas encore, mais c'était le moment où tout a commencé à s'effondrer. N'ouvrez pas le grenier, ai-je dit. J'arrive. J'ai fait ces 12 minutes de route en 9. Je ne confirmerai ni ne démentirai avoir grillé un feu orange sur l'avenue Henri Moria. Maria m'a accueilli à la porte d'entrée, son tablier de ménage toujours sur elle, tenant un balai-brosse comme une arme. De bons réflexes. En haut, a-t-elle chuchoté. La trappe avec la corde. Je l'entends encore. Je suis monté seul. J'ai tiré la corde du grenier. L'échelle s'est dépliée dans un grincement fatigué. Et avant même d'avoir monté 3 marches, j'ai pu le sentir. Une odeur de renfermé, comme si quelqu'un vivait là-haut. Des bougies, un sac de couchage, l'odeur de papier des vieux livres. J'ai grimpé. Elle était assise dans le coin le plus éloigné sous une lanterne à piles, serrant ses genoux contre sa poitrine. Une fille, jeune, peut-être 19 ans, peut-être moins, avec des cheveux bruns et les yeux de sa mère. Je ne savais pas encore de quelle mère il s'agissait, mais j'allais vite le découvrir. Elle avait un paquet de bretzels à moitié entamé à côté d'elle, 3 livres de bibliothèque, un chargeur de téléphone relié à une rallonge qui passait par un petit trou dans le placo, et le calme général de quelqu'un qui a été pris la main dans le sac mais qui prépare déjà son prochain mensonge.
Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. Vous devez être monsieur Delacroix, a-t-elle dit, très calme, recalibrant très vite la situation. C'est moi, ai-je répondu. Et vous êtes dans mon grenier. Elle a expiré, pincé les lèvres, puis, exactement au bon moment, ses yeux se sont remplis de larmes. De belles larmes, je dois le reconnaître, parfaitement synchronisées. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-elle dit. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Chloé. Elle avait 19 ans. Nicolas était son père, elle ne l'avait découvert que récemment, après que sa mère soit tombée malade, très malade. Tumeur de stade 3. Au cerveau. Une opération avec un traitement expérimental était la seule option, mais ce n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, et sa mère avait eu tellement honte qu'elle avait contacté Nicolas, avant de tout simplement disparaître. De s'enfuir. Et Chloé n'avait nulle part où aller, alors Nicolas avait dit qu'elle pouvait rester ici, juste un peu, juste le temps qu'il trouve une solution. Et s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre lui. Il essayait juste d'aider. C'était une très belle performance. Les larmes, le menton tremblant, la façon dont elle baissait les yeux sur ses mains quand elle parlait de sa mère, comme si le chagrin était quelque chose qu'elle portait dans ses paumes. J'ai hoché la tête lentement et j'ai dit, eh bien, sortons-vous de ce grenier. Je l'ai aidé à descendre. J'ai demandé à Maria de préparer du thé. Je me suis assis en face de cette fille à la table de la cuisine de mon fils, et j'ai écouté chaque mot qu'elle a prononcé, et je n'en ai cru aucun. Pas une seule syllabe. Voici ce qu'il faut savoir quand on a 77 ans. On vous a déjà menti à un niveau professionnel. J'ai eu un jour un entrepreneur qui a essayé de me facturer des tuyaux en cuivre qu'il avait remplacés par du PVC. J'ai eu un associé en 1987 qui a détourné 60 000 € et a pleuré à son propre procès. J'ai été trompé par des politiciens, par 3 vendeurs de voitures, et une fois, de manière mémorable, par un pasteur qui s'est avéré gérer une arnaque de multipropriété à Cannes. Je sais à quoi ressemble un mensonge. Cela ressemble exactement à une fille de 19 ans avec de jolies larmes et une histoire répétée de manière juste un peu trop fluide. Mais j'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai dit, ma pauvre enfant. Parce que la meilleure façon d'attraper un menteur est de lui laisser croire qu'il a déjà gagné. Je suis rentré chez moi, je me suis servi 2 doigts de cognac à 2 heures de l'après-midi. Je l'avais bien mérité. Et j'ai appelé mon contact. Il s'appelle Gérard Faure, ancien inspecteur de la police judiciaire des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui détective privé. Et le seul homme que je connaisse qui facture à l'heure et qui livre vraiment des résultats à l'heure. Je l'ai utilisé 2 fois en 40 ans. Une fois quand je soupçonnais un chef de chantier de vol. Une autre fois quand la première petite amie de Nicolas lui a dit qu'elle était enceinte, et que quelque chose clochait. J'avais raison les 2 fois. Gérard, ai-je dit. J'ai besoin que tu trouves une femme, possiblement avec un nom hispanique ou autre, qui a une fille nommée Chloé, environ 19 ans, et qui est prétendument en train de mourir d'une tumeur au cerveau dans la région PACA. Prétendument. Tu m'as bien entendu. Je te donne 48 heures. Non, 36. Il m'en a donné 42. C'était suffisant. Nicolas m'a appelé ce soir-là. Il était toujours à l'île Maurice, sa voix était légèrement trop décontractée, la façon dont les gens sonnent quand ils ont répété un appel. « Salut papa, comment ça va ?»« Oh, bien, ai-je répondu. »« C'est calme. Tu sais comment c'est. »« Ouais. Et, écoute. Maria n'est pas passée à la maison aujourd'hui, si ? Je voulais te dire, tu n'as pas besoin de l'envoyer. Je ferai le ménage quand on rentrera. Elle y est allée ce matin, ai-je dit d'un ton agréable. Elle a trouvé un peu de poussière. Tu sais comment la poussière s'accumule dans la région. Une pause. 3 secondes entières. J'ai compté. D'accord, a-t-il dit. Ouais, ok. Tout va bien, mon fils ? Tu as l'air un peu tendu. Non, je vais super bien. C'est magnifique ici. Et, je t'appelle quand on atterrit jeudi, d'accord ? J'ai hâte, ai-je répondu. Je ne savais pas encore exactement ce que Gérard allait trouver, mais j'avais le pressentiment que ce serait spectaculaire. Gérard m'a appelé mercredi après-midi. J'étais sur ma terrasse arrière, regardant un héron se tenir immobile au bord de mon jardin, comme le font les hérons.
patient, immobile, en attente. J'éprouvais du respect pour cet oiseau. Ok, a dit Gérard. Alors, il n'y a aucune trace d'une patiente atteinte d'une tumeur cérébrale en phase terminale correspondant à ta description dans le système hospitalier de Marseille, d'Aix ou de Toulon au cours des 6 derniers mois. Surprise, surprise. Mais voici le truc, Émile. La fille, Chloé, son nom de famille est Lenoir. Sa mère est une femme nommée Diane Lenoir, 43 ans, elle vit à Vitrolles. Et Diane Lenoir n'est pas mourante. Elle est même extrêmement vivante. Elle a posté un selfie aux terrasses du port il y a 12 jours, et a été taguée dans un bar pour un happy hour au cours Julien samedi dernier. J'ai fermé les yeux. Le héron ne bougeait pas. Y a-t-il un lien avec mon fils? C'est la partie que tu vas adorer, a dit Gérard. Nicolas Delacroix et Diane Lenoir, ils ont eu une relation il y a environ 20 ans, 3, peut-être 4 mois. Elle est tombée enceinte, il l'a payée pour qu'elle se taise, ils ont signé un papier informel, sans impliquer la justice. L'arrangement classique du fils de riche avec une conscience coupable. Elle a pris l'argent, et il a repris sa liberté, et apparemment aucun des deux n'a dit un mot jusqu'à maintenant. Donc, Chloé est sa fille biologique. J'ai fouillé un peu dans les finances de Diane. Elle a des dettes, beaucoup de dettes, et au cours des 3 derniers mois, elle a fait 2 retraits de 4 000 € chacun sur son compte épargne. Presque tout ce qu'elle avait. Puis, 6 semaines plus tard, Chloé débarque dans le grenier de ton fils avec une histoire larmoyante sur un cancer. J'ai digéré l'information pendant un instant. Diane avait envoyé sa propre fille racketter l'homme qui lui avait fait un chèque avant de s'en aller 20 ans plus tôt. Elle avait entraîné cette fille sur chaque détail, les larmes, le timing, le cancer. Elle avait transformé son enfant en arnaqueuse, et Chloé, 19 ans et apparemment consentante, était entrée directement dans ce grenier et avait attendu. Mon sang n'a pas bouilli à ce moment-là. Il est devenu très, très froid. Encore une chose, a ajouté Gérard. J'ai sorti le casier de Chloé. Elle a 19 ans, mais elle a un antécédent, un petit vol à l'étalage à Toulon en 2023. Les charges ont été abandonnées, mais l'arrestation est là. Merci, Gérard, ai-je dit. Envoie-moi tout le dossier. Tu veux que je fasse autre chose? Non, ai-je répondu. Je prends le relais. J'ai raccroché et j'ai regardé le héron. Il n'avait toujours pas bougé. Patient. Immobile. En attente. Je comprenais. Parfaitement. Nicolas et Camille ont atterri jeudi soir. Je le sais parce que j'ai suivi leur vol sur mon téléphone. Comme un homme de 77 ans qui a appris à contre-cœur que la technologie est parfois utile. Je lui ai laissé une journée. Qu'il rentre, défasse ses valises, dorme dans son propre lit, ressente le faux réconfort de ses propres murs. Vendredi matin, il m'a appelé. Papa, salut, je peux passer? J'ai besoin de... j'ai besoin de te parler de quelque chose. Bien sûr, ai-je dit. Viens pour le déjeuner, je ferai des sandwichs. Il est arrivé à midi, ayant l'air d'un homme qui porte un canapé dans un escalier en colimaçon. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux faisaient cette chose où ils bougent légèrement trop. Se posant partout sauf directement sur mon visage. Je lui ai préparé un sandwich à la dinde, je l'ai posé devant lui, je me suis assis avec le mien, j'ai pris une bouchée et j'ai attendu. Il a tenu environ 45 secondes. Alors, a-t-il dit. Tu as rencontré Chloé. En effet, ai-je dit aimablement. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. C'est juste que... C'est compliqué, papa. Elle a débarqué, elle avait besoin d'aide et je ne savais pas comment. Il s'est arrêté, a repris. Sa mère est malade. Vraiment malade. Et Chloé m'a contacté sur les réseaux sociaux et je sais que ça fait beaucoup, mais c'est ma fille, papa. Je crois. Enfin, on se ressemble, non? Et je ne te demande pas d'accepter tout ça d'un coup. C'est juste que... Elle a besoin d'aide. J'ai pris une autre bouchée de mon sandwich. C'était un bon sandwich. Quel genre d'aide, ai-je demandé. Il a expiré comme s'il retenait son souffle depuis l'île Maurice. L'opération. Ce traitement coûte 62 000 €. Je sais que c'est beaucoup. 62 000 €, ai-je répété. Je sais.
Mais la sécurité sociale et la mutuelle ne couvrent pas ça. Et ils ont besoin qu'un plan de paiement soit mis en place avant de programmer le bloc opératoire et... Papa, elle est condamnée sans ça. La tumeur est agressive et ils ont dit. Nicolas. Il s'est arrêté. Regarde-moi. Il l'a fait. Enfin. Es-tu en train de me demander 62 000 euros? Il a dégluti. J'allais te demander un prêt. 30 000 peut-être, si tu le pouvais. J'ai un peu d'économie, je peux trouver le reste. Un prêt, ai-je dit. Je te rembourserai. Tu sais que je tiens parole. Le fais-je vraiment? Pensais-je. Le sais-je vraiment, Nicolas? Mais j'ai souri. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Laisse-moi quelques jours. Le soulagement sur son visage était presque douloureux à voir. Il a tendu le bras par-dessus la table et a serré le mien. Merci, papa. Sincèrement. Tu es. Je savais que tu comprendrais. J'ai hoché la tête et j'ai rempli son verre de citronnade. Et dans ma poitrine, quelque chose qui avait été chaleureux envers lui pendant 40 ans s'est doucement, très doucement, éteint. J'ai passé le week-end à faire des préparatifs avec la patience d'un homme qui n'a absolument plus rien à prouver et tout le temps du monde. J'ai appelé mon avocat, maître François Dubois, le samedi. François a 61 ans, est diplômé de l'université d'Assas et gère mes affaires depuis 18 ans. Il ne se laisse pas déstabiliser facilement. François, ai-je dit. Je dois faire des modifications sur mon testament. Et on doit parler de la propriété de Bouc-Bel-Air. Quelle est l'importance de ces modifications? Nicolas en sort. Une pause. Totalement du testament. Totalement. Il savait aussi, professionnellement, garder ses sentiments personnels dans un tiroir séparé. Très bien. Voulez-vous qu'un fonds de placement soit mis en place pour quelqu'un d'autre? Je veux m'assurer que Camille soit protégée, peu importe ce qui se passe avec leur mariage. Elle ne sait pas encore ce qui arrive. Mais ça arrive. À quelle vitesse pouvez-vous rédiger un avis d'expulsion? Légalement, je dois donner 30 jours de préavis. Lancez le chrono lundi. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Mon fils a essayé de me voler 62 000 euros en utilisant sa fille illégitime et un faux diagnostic de cancer. Une très longue pause. J'aurai les papiers prêts mardi, a-t-il dit. Lundi matin, j'ai conduit jusqu'à Bouc-Bel-Air. Chloé était toujours à la maison. Nicolas lui avait apparemment demandé de rester pendant qu'il réglait la situation. Réglait la situation. Comme si 62 000 euros se trouvaient dans le tiroir à chaussettes. Elle a ouvert la porte en pyjama, mangeant une barre de céréales, et a eu le culot de paraître ravie de me voir. Monsieur Delacroix. J'espérais qu'on aurait l'occasion de vraiment parler. Je peux entrer? Elle s'est écartée. Nous nous sommes assis dans le salon, mon salon techniquement, dans ma maison. Et elle s'est installée sur le canapé avec l'aisance travaillée de quelqu'un qui a répété cette scène. Inquiète. Reconnaissante. Un peu fragile. Comment tenez-vous le coup, ai-je demandé. C'est difficile, a-t-elle dit. J'essaie de ne pas trop penser à ma mère. Les médecins disent que le stress est mauvais pour sa guérison. Ai-je dit. Dans quel hôpital est-elle? Un flottement. Minuscule. Un pianiste jouant une fausse note. Elle est à la Timone. Service neurologie? Oui. Quel est le nom de son médecin? Un autre flottement. Plus long cette fois. Je devrais regarder sur mon téléphone. Je ne l'ai pas mémorisé. Bien sûr, ai-je dit gentiment. Dans quelle chambre est-elle? J'adorerais lui envoyer des fleurs. Le flottement est devenu une fracture. Ses yeux ont dévié sur le côté et la main qui tenait sa barre de céréales s'est immobilisée. Et toute la performance, toute cette structure soigneusement élaborée s'est fissurée en plein milieu. A-t-elle commencé? Ne vous donnez pas cette peine, ai-je dit doucement. Pas de colère. Juste une porte qui se ferme. Ne le faites pas. Je sais pour Vitrolles. Je sais pour les terrasses du port. Je sais pour l'happy hour au cours Julien. Je sais que votre mère n'est pas malade. Je sais pour votre précédente arrestation à Toulon.
Et je sais que votre mère vous a briefé pour venir ici parce qu'elle pensait que la culpabilité de mon fils était un distributeur automatique qu'elle n'avait pas fini de vider. Les larmes ne sont pas venues cette fois. Quelque chose de plus intéressant est apparu à la place. Un regard froid et calculateur qui m'a indiqué qu'elle était la digne fille de sa mère, dans tous les sens du terme. Vous ne pouvez rien prouver, a-t-elle dit, du haut de ses 19 ans, en me regardant droit dans les yeux. Chloé, ai-je dit en me levant lentement. J'ai 77 ans. Je prouve des choses depuis avant même la naissance de votre mère. Profitez bien de la maison. Vous avez jusqu'au 1er novembre. Je l'ai laissée assise là avec sa barre de céréales. Elle aurait dû la manger plus vite. Mardi après-midi, un coursier envoyé par François m'a livré la notification de résiliation de bail. Je l'ai signée et renvoyée. Mardi soir, j'ai invité Camille à dîner. Juste nous deux. Nicolas finissait tard au travail. Ou du moins, c'est ce qu'il lui avait dit. Je soupçonnais qu'il rencontrait Chloé pour établir une stratégie. Ce que, franchement, j'admirais presque. Presque. Camille est arrivée en tenue d'infirmière. Encore fatiguée par une garde de 12 heures. Elle apportait une bouteille de pinot noir. Parce qu'elle est une personne fondamentalement attentionnée, et je détestais sincèrement l'idée de ce que j'allais faire à sa journée. J'ai servi un verre pour nous deux, je l'ai fait asseoir et j'ai dit, Camille, je dois te dire certaines choses. Et j'ai besoin que tu saches que je te l'ai dit parce que je t'aime. Et parce que tu mérites la vérité bien plus que la version confortable. Diane Lenoir. L'arrangement d'il y a 20 ans. L'argent. Chloé. Le grenier. Le faux cancer. La demande des 62 000 euros. Je lui ai montré le rapport de Gérard. Je lui ai montré les réseaux sociaux de Diane. Le selfie aux terrasses du port. Le tag au cours Julien. La femme qui était belle et bien vivante et qui avait envoyé sa fille adolescente pour escroquer un homme qui n'avait même pas eu la décence de la quitter correctement. Camille n'a pas pleuré. Cela m'a surpris. Elle est devenue très immobile, de la même façon que le héron devient immobile. Et elle a écouté chaque mot. Et quand j'ai eu fini, elle a repris son verre de vin et en a bu la moitié d'un trait. Depuis combien de temps le savez-vous, a-t-elle demandé. 6 jours. Et Nicolas? Il vous a demandé de l'argent? 30 000 minimum. Pour arriver aux 62. Elle a reposé son verre. Précisément. Comme si elle posait une pièce à conviction. Il m'a dit qu'on allait acheter un cadeau pour son père. Il m'a demandé si on avait 3 000 euros sur le compte commun. La pièce était très silencieuse. Camille. J'ai besoin d'une minute, a-t-elle dit. Pas en colère. Sans pleurer. Juste, j'ai besoin d'une minute. Elle a pressé le bout de ses doigts sur sa bouche, a fixé le vide et a traité l'information de la façon dont le font les gens compétents. Complètement, sans broncher, jusqu'à ses conclusions finales. Puis elle m'a regardé. Que allez-vous faire? J'ai déjà fait presque tout ce qu'il y avait à faire, ai-je répondu. François est en train de modifier mon testament. Nicolas n'y figure plus. La notification d'expulsion lui sera envoyée jeudi. Chloé sera dehors le 1er novembre. J'ai fait une pause. Je te crée un fonds de protection. Quoi que tu décides de faire de ton mariage. Elle a secoué la tête. Émile. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je sais que je ne suis pas obligé, ai-je dit. Je le veux. Tu es la seule personne dans ce pétrin qui ne méritait rien de tout ça. Elle m'a regardé pendant un long moment. Et ses yeux se sont mouillés. Enfin. Mais pas ce genre de larmes qui sont une faiblesse. Le genre qui est du chagrin. Un vrai chagrin. Pour le mariage qu'elle pensait avoir. Pour l'homme qu'elle croyait connaître. Pour la version de sa vie qui se déroulait dans son dos sur une voie totalement différente. Je veux être là, a-t-elle dit doucement. Quand vous le lui direz. J'y ai réfléchi. Jeudi, ai-je dit. Dîner. Chez moi. Elle a hoché la tête. A fini son vin. S'est tenue droite. Je ne le savais pas encore, mais Camille allait s'en sortir très bien. Plus que bien. Mais jeudi était encore dans 2 jours.
Et il y avait un dernier appel à passer. Mercredi matin, j'ai appelé la brigade de répression de la délinquance économique de la police judiciaire. Gérard m'avait donné le bon numéro. J'ai parlé à un capitaine, Alice Rousseau, qui avait la voix sans détour d'une femme qui a entendu toutes les versions de toutes les histoires et qui ne s'intéresse pas aux fioritures. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai envoyé le rapport complet de Gérard. J'ai proposé de fournir ma propre déposition. La fille a 19 ans, a-t-elle confirmé? Oui. Depuis mars. Donc elle est majeure au moment de la fraude présumée. Oui. Et la mère? Vous pensez qu'elle a dirigé l'escroquerie depuis Vitrolles? J'ai des preuves documentées qui suggèrent exactement cela. Le capitaine Rousseau est resté silencieux un moment. Puis, monsieur Delacroix, je veux être transparente avec vous. Pour qu'une accusation tienne, nous devons établir que de l'argent a réellement changé de main à la suite d'une demande frauduleuse. Avez-vous donné de l'argent à qui que ce soit? Pas un centime. Une pause. Votre fils, l'a-t-il fait? J'y ai pensé. Je n'en suis pas certain. Je sais qu'il m'en a demandé. Je ne sais pas si Chloé a reçu quoi que ce soit de lui directement. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce que je peux vous dire. Si Nicolas Delacroix a fait des paiements à cette fille sur la base d'une allégation frauduleuse, et si la fille a fait des déclarations mensongères matérielles pour obtenir ses fonds, c'est au minimum de l'escroquerie. Possiblement de l'escroquerie en bande organisée. Et la mère, si elle l'a dirigée, est également impliquée. Elle a fait une nouvelle pause. Avez-vous une raison de croire que de l'argent est passé de votre fils à la fille? Je pense, ai-je dit prudemment, que si vous regardez le compte personnel de Nicolas Delacroix, auquel je ne suis pas autorisé à accéder, mais qu'une commission rogatoire pourrait certainement obtenir, vous pourriez y trouver des virements récents. Le capitaine Rousseau a fait un bruit qui n'était pas tout à fait un rire. Je vous tiendrai au courant, a-t-elle dit. Elle m'a recontacté plus tôt que prévu. Jeudi, dîner, chez moi au Tolonnais. J'ai préparé un steak et de la purée parce que j'ai 77 ans et que je sais que les conversations difficiles sont plus faciles quand il y a de la bonne nourriture sur la table. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Nicolas est arrivé à 18h30, toujours en tenue de travail, ayant l'air un peu mieux que le vendredi précédent. Il avait pris une décision quelque part au cours de la semaine. Je pouvais le voir à la crispation de sa mâchoire. Il avait décidé d'être confiant, de maîtriser le récit, d'entrer ici pour formuler sa demande correctement, et d'utiliser son charme pour s'en sortir, comme il s'était sorti avec charme de 40 années d'une vie séduisante et plausible. Il est entré dans ma salle à manger et a trouvé Camille déjà assise. Il s'est arrêté. Et, a-t-il dit. Camille, je ne savais pas que tu étais. Assieds-toi, Nicolas, ai-je dit. Quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Il s'est assis. J'ai laissé le silence s'installer un instant, comme on laisse reposer un steak avant de le couper. Puis j'ai posé le rapport de Gérard sur la table, puis les impressions des réseaux sociaux de Diane, puis la notification formelle de résiliation de bail, que François avait rendue très nette et officielle, car François a le sens de la présentation. Nicolas a regardé les papiers. Il ne les a pas touchés. Papa, a-t-il dit. Sa voix était prudente, contrôlée. Laisse-moi t'expliquer. Diane Lenoir n'est pas mourante, ai-je dit. Je sais. Chloé a été envoyée ici pour monter une arnaque. Je le sais aussi. Je suis au courant des 2 retraits de 4 000 € sur le compte de Diane. Je suis au courant de son arrestation précédente. Je sais que tu as demandé à Camille de retirer 3 000 € du compte commun. Je sais que tu m'as demandé 30 000 €. Et je sais. J'ai fait glisser un dernier morceau de papier, un relevé bancaire que Gérard avait obtenu par une source que je ne lui ai pas demandé de nommer, point que tu as déjà viré 8 000 € sur un compte au nom de Chloé des Lenoir le 19 octobre. Le visage de Nicolas est devenu livide. Nicolas. La voix de Camille était très calme. 8 000 €. Camille, Tu m'as dit qu'on achetait un cadeau à ton père. Je sais. C'est juste que. Ce n'est pas ce que vous croyez. La petite avait besoin. Elle n'avait besoin de rien, ai-je dit, si ce n'est d'un public. Et tu lui en as offert un. Et tu as menti à ta femme. Et tu as essayé de me mentir.
Les mains de Nicolas se sont posées à plat sur la table. C'est ma fille, papa. C'est ma fille. Cette partie-là est vraie. Un test ADN pourrait. Probablement, ai-je convenu. Elle est probablement à toi. Ce qui rend la situation pire, et non meilleure, parce que sa mère a fait d'elle une arme et l'a pointée sur toi. Et ta réaction a été de la cacher dans un grenier et de venir me voir avec une urgence médicale inventée de toutes pièces. La pièce était très silencieuse. La notification pour la maison, ai-je dit, en montrant le papier du menton, est formelle. Tu as 30 jours. La propriété est à moi. Le testament a été modifié. François l'a finalisé ce matin. Tu n'es plus un bénéficiaire. J'ai fait une pause. Camille l'est. La tête de Nicolas s'est tournée brusquement vers moi. Quoi? Quoi qu'il arrive avec votre mariage, elle sera à l'abri du besoin. Cette décision est prise et elle est irréversible. Papa, tu ne peux pas, Nicolas. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé comme on regarde quelque chose que l'on aime et que l'on a perdu en même temps. Je le peux. J'ai tout construit dans cette famille. Je t'ai soutenu quand ta première entreprise a fait faillite, puis ta deuxième. J'ai acheté la maison dans laquelle tu vis. Je t'ai offert les vacances qui ont déclenché tout ce cirque. Et tu as essayé de te servir de moi. Tu m'as regardé en face, au-dessus d'un sandwich à la dinde, et tu as essayé de me prendre 30 000 € avec un mensonge. J'ai laissé cela infuser. Je ne suis pas en colère. J'en ai fini avec toi. C'est différent. Nicolas a regardé Camille. Elle regardait son assiette. Camille, a-t-il dit, désespéré à présent. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Elle a répondu doucement, j'ai tout entendu, Nicolas. Je suis assise ici depuis 18 heures à écouter ton père m'expliquer mon propre mariage. Elle a finalement levé les yeux. J'ai appelé un avocat cet après-midi. J'ai servi la purée. Elle était très bonne. Les conséquences, quand elles sont tombées, l'ont fait rapidement et sans pitié, ce qui est exactement la façon dont les conséquences devraient tomber. Le capitaine Rousseau m'a appelé le lundi suivant. Ils avaient retracé les 8 000 €. Ils avaient parlé à Chloé. Chloé, il s'est avéré, n'était pas tout à fait préparée face à un policier armé d'une convocation et de l'assurance tranquille de quelqu'un dont c'est le métier. Elle a demandé un avocat, mais pas avant de dire 3 ou 4 choses qu'elle n'aurait pas dû, y compris de confirmer que sa mère avait, selon ses propres mots, tout organisé et qu'elle n'avait fait que ce qu'on lui disait. Diane Lenoir a été arrêtée un jeudi. Escroquerie en bande organisée. Les 8 000 € ont suffi, car l'argent avait transité entre différentes banques régionales, ce qui en faisait un délit financier plus large, le genre d'affaires que le parquet aime bien s'approprier quand les affaires courantes deviennent ennuyeuses. Chloé a été arrêtée 3 jours plus tard, pour la même inculpation, en tant que complice. Son casier à Toulon ne l'a pas aidé. Son avocat lui a obtenu un arrangement. Elle finira par faire 60 jours de détention et 3 ans de mise à l'épreuve, mais son casier judiciaire reste inscrit, permanent, en tant qu'adulte, et bien réel. Je n'ai pas ressenti de triomphe sur cette partie-là. Chloé avait 19 ans et aurait probablement dû avoir une meilleure mère. Mais c'était aussi une adulte qui avait pris des décisions d'adulte, et le monde n'est pas conçu pour s'adapter aux personnes qui utilisent la culpabilité des autres pour en tirer profit. J'ai plutôt ressenti quelque chose comme « c'est ainsi que les comptes s'équilibrent, c'est triste mais c'est juste ». Camille a demandé le divorce en novembre. Elle a été efficace, comme le sont les gens compétents. Elle avait déjà déménagé ses affaires de la maison de Bouc-Bel-Air avant l'expiration du préavis de 30 jours. Elle a emporté ses tenues d'infirmière, son mixeur Vitamix, la vaisselle en porcelaine de sa mère, et le pinot noir qu'elle avait apporté à ma table et qu'elle n'avait jamais fini. Elle a laissé le bon canapé à Nicolas parce qu'elle est, fondamentalement, une personne plus gentille que la situation ne l'exigeait. Nicolas a perdu la maison le 1er décembre. Il a emménagé dans un appartement à Aubagne dont je sais qu'il lui coûte plus cher que ce qu'il peut confortablement se permettre, car Aubagne était le compromis entre sa fierté et son compte épargne vidé. Il m'a quand même appelé 2 fois en novembre. J'ai répondu les 2 fois. Je n'ai pas été méchant. Je n'ai pas été chaleureux non plus. J'ai été exactement ce que je suis, un homme de 77 ans qui a fait la paix avec un chapitre décevant et a tourné la page. J'ai appris par François, qui a toujours eu une excellente oreille pour ces choses-là,
que Nicolas a essayé d'engager un avocat pour contester la révision du testament. L'avocat a pris une provision, puis a appelé François, et ensuite la provision a été rendue parce qu'il n'y avait tout simplement rien à contester. Le testament était valide. Les décisions étaient les miennes. La propriété était la mienne. Tout, chaque brique, chaque euro et chaque mètre carré, était à moi parce que je l'avais construit et parce que la loi, dans ses bons jours, récompense les personnes qui construisent réellement des choses. Nous sommes en janvier maintenant, début janvier. Les matins au Tolonnais sont assez frais pour boire son café sur la terrasse arrière sans transpirer à travers sa chemise. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le héron est de retour. Il se tient au bord de mon jardin tous les matins comme un moine gris, patient, précis, totalement indifférent à tout ce qui ne nage pas. Maria Silva est revenue faire le ménage la semaine dernière. Je lui ai donné une prime de fin d'année et une bouteille du bon rhum, car si elle ne m'avait pas appelé ce mardi d'octobre, toute cette affaire aurait pu se métastaser en quelque chose que je n'aurais pas pu retirer chirurgicalement. Elle a accepté les 2 cadeaux avec le hochement de tête sec d'une femme qui n'a pas besoin d'être remerciée plus d'une fois. Camille est passée le week-end dernier avec des plats à emporter d'un restaurant du cours Mirabeau qu'elle sait que j'aime. Nous avons mangé à la table de ma cuisine et elle m'a parlé d'un nouveau poste qu'on lui avait proposé, responsable du triage pédiatrique à l'hôpital Saint-Joseph. Elle y réfléchissait. Elle avait l'air reposée. Elle avait vraiment meilleure mine que je ne l'avais vue depuis 2 ans. Vous savez, a-t-elle dit en picorant son riz, je n'arrête pas de penser que je devrais être plus en colère. Tu ne le es pas. Je l'ai été. Pendant environ 3 semaines, j'étais furieuse, et puis je m'en suis juste fatiguée. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai réellement perdu? Elle a penché la tête. Une maison qui n'était pas à moi, un mariage que je portais toute seule, et un homme qui me regardait dans les yeux tous les jours tout en gardant une personne entière en secret dans un grenier. Elle a fait une pause. Quand on le dit comme ça. Quand on le dit comme ça, ai-je approuvé. Elle a souri. Un sourire qui a atteint ses yeux. Merci, Émile, de m'avoir dit la vérité. Tu le méritais, ai-je dit. Tu l'as toujours mérité. Elle est partie vers 20h. J'ai fait la vaisselle. Je fais toujours ma propre vaisselle parce que j'ai 77 ans, je ne suis pas mort. J'ai versé un petit cognac et je suis sorti sur la terrasse arrière, me tenant debout dans la nuit provençale. Mon entreprise est payée. Ma maison est payée. Ma conscience est tranquille. Mon testament est inattaquable. Mon héron, si c'est le même, et je crois que c'est le cas, est quelque part là-bas dans la nuit, se tenant parfaitement immobile dans l'obscurité, attendant avec une patience infinie quelque chose qui vaille la peine d'attaquer. Je comprends parfaitement cet oiseau. 77 ans, et toujours debout. Ne m'obligez pas à aller regarder dans mon grenier. Avant de nous quitter, nous devons vous parler. Pas en tant que créateur de contenu, pas en tant que conteur, mais simplement en tant que personne qui apprécie sincèrement chaque membre de cette communauté. Maintenant, l'annonce importante. Avant de nous quitter, nous devons vous parler. Pas en tant que créateur de contenu, pas en tant que conteur, mais simplement en tant que personne qui apprécie sincèrement chaque membre de cette communauté. Notre chaîne a récemment été démonétisée, ce qui signifie que nous avons perdu l'accès aux souscriptions et à de nombreux avantages que nous offrions ici même. La saison a été difficile, on ne va pas se mentir, mais nous ne partons nulle part, et c'est grâce à vous. Nous avons créé une page Ko-fi, c'est K-O-F-I, prononcée exactement comme Ko-fi, et le lien est dans la description et dans notre bio. Pour le prix d'un café, vous pouvez rejoindre notre espace membre exclusif et avoir accès à des choses comme du contenu et des histoires exclusives, des messages directs avec nous, des requêtes réservées aux membres. Des réductions et des articles de boutique que nous ne partageons nulle part ailleurs. Chaque contribution, peu importe sa taille, sert directement à garder ces histoires vivantes. Les recherches, l'écriture, les nuits blanches pour s'assurer que chaque rebondissement soit parfait. Si cette communauté vous a déjà fait ressentir quelque chose, vous a fait rire, vous a empêché de dormir, ou a fait passer un long trajet plus vite, c'est l'occasion de contribuer à ce que ça continue. Nous serions tellement reconnaissants de vous compter parmi nous là-bas. Le lien est dans la description et dans notre bio. Venez nous retrouver. Le café est pour vous, les histoires sont pour nous.